Ma fille m'a écrit: Ne compte pas sur moi pour m'occuper de toi quand tu seras vieux. J'ai ma propre vie et ma famille. J'ai calmement répondu: D'accord, et j'ai réécrit mon testament. Quand elle l'a découvert, elle a débarqué chez moi et je suis content que vous soyez là avec moi. S'il vous plaît, aimez cette vidéo et écoutez mon histoire jusqu'au bout et dites-moi de quelle ville vous nous écoutez. Comme ça, je pourrai voir jusqu'où mon histoire a voyagé. J'ai passé 32 ans à construire une vie dont j'étais fier. Ma femme, Hélène, et moi avons élevé notre fille, Camille, dans une maison modeste mais confortable à Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse. Nous n'étions pas riches, mais nous étions prudents, méticuleux même. Nous avons économisé chaque mois, investi sagement dans des placements diversifiés, remboursé notre prêt immobilier en avance grâce à nos sacrifices constants. Hélène travaillait comme infirmière à l'hôpital Édouard Herriot, moi comme ingénieur chez Renault Trucks. Nous formions une équipe solide, unie par les mêmes valeurs de travail et de famille. Quand Hélène est décédée il y a 5 ans d'une crise cardiaque soudaine, elle était dans notre jardin en train de tailler ses rosiers préférés quand c'est arrivé, j'ai hérité de tout ce que nous avions construit ensemble. La maison que nous avions achetée en 1992, sa pension de la fonction publique, nos investissements accumulés patiemment au fil des décennies. Ce n'était pas une fortune, environ 450 000 euros au total, mais c'était suffisant pour vivre confortablement jusqu'à mes derniers jours et peut-être laisser quelque chose de significatif derrière moi. C'était le fruit de notre vie entière de travail acharné et de privation. Camille avait toujours été une bonne fille, du moins je le pensais. Elle appelait régulièrement, tous les dimanches à 11 heures précises. C'était devenu un rituel. Elle venait pour les fêtes, Noël, Pâques, la fête des pères, amenait son mari Thomas, un cadre dans une entreprise de conseil en management, et leurs 2 enfants adorables. Nous avions des déjeuners dominicaux dans ma salle à manger, celle où Hélène avait accroché les rideaux qu'elle avait cousus elle-même. Nous célébrions les anniversaires avec des gâteaux maison et des sourires. Je les aidais quand je pouvais. Garder les enfants pendant leur week-end en amoureux. Un soutien financier occasionnel quand ils avaient besoin d'une nouvelle toiture ou quand la voiture de Thomas tombait en panne. Je me souviens avoir signé le chèque de 8 000 euros pour leur toiture sans hésiter, heureux de pouvoir aider ma fille et sa famille. Étais-je un grand-père aimant qui se réjouissait d'aider les siens? Ou étais-je simplement utilisé comme un distributeur automatique de billets? Je ne me posais pas cette question à l'époque. L'amour aveugle, parfois. On ne voit que ce qu'on veut voir. La première fissure est apparue il y a 6 mois. Camille a appelé, sa voix tendue par le stress. Ils avaient besoin de 15 000 euros. Des frais médicaux, disait-elle. La mère de Thomas avait des traitements contre le cancer que la sécurité sociale ne couvrait pas. Je n'ai pas hésité. J'ai viré l'argent le lendemain. Mais quelque chose me tracassait. Lorsque j'ai mentionné la mère de Thomas lors de notre prochain dîner, lui demandant comment elle se remettait, Thomas a eu l'air confus. Se remettre de quoi? A-t-il demandé. Camille est intervenue rapidement. Papa a du mal comprendre, c'était un traitement préventif. Mais le mal était fait. J'ai vu le mensonge dans ses yeux. J'ai commencé à faire attention, vraiment attention. La façon dont le visage de Thomas se durcissait quand je mentionnais mon portefeuille d'investissement. La façon dont Camille orientait les conversations vers mes projets futurs. Les suggestions désinvoltes concernant un déménagement en EHPAD. Tu vieillis, papa? Ce ne serait pas plus facile? J'avais 71 ans et je courais 5 kilomètres tous les matins. De quelle assistance pensait-il que j'avais besoin? Puis est arrivé le SMS qui a tout changé. C'était un mardi matin. Je m'en souviens parfaitement. Je prenais un café dans ma cuisine, celle qu'Hélène et moi avions rénovée ensemble en 2010, la lumière du matin filtrant à travers les fenêtres qu'Hélène avait choisies avec tant de soin. Elle voulait absolument du double vitrage pour l'isolation phonique. J'étais assis à notre vieille table en chêne, celle que nous avions achetée aux Puces de Lyon il y a 30 ans, quand mon téléphone a vibré. Le nom de Camille est apparu sur l'écran. Mon cœur s'est réchauffé, comme chaque fois. J'ai souri, m'attendant à une photo de mes petits-enfants, Charlie et Mia. Peut-être un dessin de Charlie, toujours si créatif, ou une vidéo de Mia chantant. Au lieu de cela, j'ai lu des mots qui m'ont frappé comme une gifle en plein visage, qui m'ont coupé le souffle. Ne compte pas sur moi pour m'occuper de toi quand tu seras vieux. J'ai ma propre vie
et ma famille. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli lâcher le téléphone. Je l'ai relu encore et encore, cherchant un sens caché, un contexte qui rendrait ces mots moins cruels, moins définitifs. Il n'y avait pas de contexte, pas de dispute préalable, rien qui puisse expliquer cette violence verbale soudaine. Nous avions dîné ensemble seulement 3 jours auparavant. Un pot-au-feu, le plat préféré de Camille depuis l'enfance. Tout avait semblé normal. Elle avait ri, raconté des anecdotes sur les enfants, m'avait embrassé en partant. Qu'est-ce qui avait déclenché ça? Qu'avais-je fait ou dit pour mériter cette sentence froide, impersonnelle, envoyée par SMS comme on annule un rendez-vous chez le dentiste? Ou ce ressentiment couvait-il sous la surface depuis toujours, caché derrière de beaux sourires et des visites de fêtes obligatoires, dissimulé sous les «Je t'aime papa» et les embrassades du dimanche? Je suis resté assis là pendant près d'1 heure, le café refroidissant dans ma tasse. Comment étais-je censé répondre à ça? Supplier? M'excuser d'être un fardeau que je n'avais même pas demandé à être? Me défendre contre des accusations que je ne comprenais pas? Non, je ne ferai pas ça. J'ai pris une profonde inspiration, redressé ma colonne vertébrale, comme Hélène l'admirait toujours, et j'ai tapé 2 mots. D'accord. Juste ça, rien de plus. J'ai appuyé sur envoyer et posé le téléphone. Mon cœur battait fort, mais mes mains étaient stables. Si Camille voulait tracer cette ligne dans le sable, je la respecterais. Mais le respect fonctionne dans les deux sens, n'est-ce pas? Cet après-midi-là, les mains encore légèrement tremblantes, mais l'esprit étrangement clair, j'ai appelé mon avocat, maître Jean-Claude Dubois. Nous avions travaillé ensemble quand Hélène était décédée, passant des heures dans son bureau du Vieux-Lyon à mettre à jour mon testament et ma planification successorale. C'était un homme dans la soixantaine, cheveux gris impeccablement coiffés, toujours en costume 3 pièces, mais avec un regard bienveillant derrière ses lunettes. Il m'avait aidé à traverser les aspects juridiques du deuil avec patience et humanité. Maître, j'ai dit quand il a répondu après 2 sonneries, j'ai besoin de réviser mon testament. Pouvez-vous me recevoir cette semaine? Sa voix s'est faite immédiatement attentive, professionnelle, mais chaleureuse. Bien sûr, Jean. Tout va bien? Y a-t-il une urgence? Tout est parfaitement clair, ai-je répondu, surpris moi-même par la fermeté de ma voix. Pour la première fois depuis longtemps, je dirais même. Je vois les choses telles qu'elles sont. Et c'était vrai. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, je voyais ma situation avec une clarté absolue, comme si un voile s'était levé. Je n'allais être le plan de retraite de personne, le jackpot éventuel de personne, la police d'assurance vie que l'on surveille avec impatience. Si Camille avait sa propre vie et sa famille dont elle devait s'inquiéter, alors j'avais ma propre vie et mon propre héritage à déterminer. C'était aussi simple que ça. J'ai passé les 2 jours suivants à réfléchir attentivement à ce que je voulais. Qui méritait ce que j'avais passé une vie à construire? La réponse est venue plus facilement que prévu. J'ai rédigé des notes, fait des listes, recherché des associations caritatives. Au moment où je suis entré dans le cabinet de Maître Dubois jeudi matin, je savais exactement ce que je voulais faire. Ce que je ne savais pas, c'est que Camille avait accès à mes relevés bancaires via un vieux compte joint que nous avions créé il y a des années pour les urgences. Ce que je ne savais pas, c'est qu'elle le consultait régulièrement. Ce que je ne savais pas, c'est qu'elle verrait le paiement au cabinet Dubois et Associés. Ce que je ne savais pas, c'est jusqu'où elle irait quand elle découvrirait ce que j'avais fait. La réunion avec Maître Dubois a duré moins d'1 heure. Il n'a pas jugé, n'a pas remis en question mes décisions. Il a simplement écouté, pris des notes et promis d'avoir les nouveaux documents prêts pour signature dans la semaine. Quand j'ai quitté son bureau, je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Était-ce ça, la liberté? La capacité de choisir son propre chemin, même dans la mort? De retour à la maison, j'ai révisé mes dossiers financiers avec un regard neuf. Les 15 000 € pour le traitement de la mère de Thomas. 5 000 € il y a 2 ans pour leurs vacances. Non, Camille avait appelé ça un fonds d'urgence familiale. 3 000 € ici, 7 000 là. Des montants assez petits pour que je ne les ai jamais questionnés, jamais additionnés. Mais maintenant, en les voyant listés ensemble, le schéma était indéniable. Au cours des 4 dernières années, je leur avais donné plus de 47 000 €.
Est-ce que quelque chose avait vraiment servi à ce qu'ils prétendaient? Ou avais-je financé leur style de vie pendant qu'ils attendaient la vraie récompense? Ma mort? Mon téléphone a sonné. Le nom de Camille a clignoté sur l'écran. Mon estomac s'est serré. Je l'ai laissé sonner 2 fois, 3 fois, avant de répondre. Allô? Papa? Sa voix était tendue. Nous devons parler. De quoi, ma chérie? J'ai gardé mon ton neutre, agréable. De ta rencontre avec ton avocat? Qu'est-ce qui se passe? Donc elle savait. Le compte joint, bien sûr. J'avais oublié cette vieille mesure de sécurité mise en place quand Hélène était tombée malade, juste au cas où j'aurais besoin que Camille gère les factures en cas d'urgence. J'avais eu l'intention de le fermer après le décès d'Hélène, mais je ne l'avais jamais fait. C'était négligent de ma part. Je ne ferai plus cette erreur. Je mets simplement à jour quelques documents, ai-je dit. Planification successorale de routine. Rien d'inquiétant. Rien d'inquiétant? Papa, tu ne peux pas changer ton testament sans en discuter avec moi. Quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. Je ne peux pas? C'est mon testament, Camille. Mes actifs à distribuer comme bon me semble. Après tout ce que j'ai fait pour toi, après tout le temps que j'ai passé à m'occuper de toi, m'occuper de moi, j'ai failli rire. Camille, je vis de façon indépendante. Je gère ma propre maison, mes propres finances, ma propre vie. De quoi exactement t'es-tu occupée? Ce n'est pas. Tu sais ce que je veux dire. Je suis ta fille, je suis de la famille. Oui, ai-je dit doucement. Tu l'es. Et la famille n'envoie pas de SMS à son père âgé lui disant de ne pas s'attendre à des soins ou du soutien. Silence, puis j'étais contrarié. Je ne voulais pas dire. Tu voulais dire, l'ai-je interrompu, et je respecte tes souhaits. Tu as ta propre vie et ta famille. J'ai la mienne. Papa, ne fais pas ça, ne sois pas stupide. Stupide? Elle m'avait appelé stupide. J'ai fermé les yeux, compté jusqu'à 5. Je dois y aller, Camille, j'ai un rendez-vous. Papa? J'ai raccroché. Les jours suivants, j'ai agi rapidement. J'ai fermé le compte joint, ouvert un nouveau compte dans une autre banque, transféré mes actifs principaux dans une fiducie irrévocable. Les bénéficiaires étaient soigneusement choisis. Une bourse d'études à l'ancienne université d'Hélène, le refuge pour animaux, où nous avions adopté notre bien-aimé chien Max, l'hôpital pour enfants, et un petit legs à ma nièce Emma, qui était restée en contact au fil des ans sans jamais rien demander. Le nom de Camille n'apparaissait nulle part dans le document. 2 jours plus tard, un samedi matin lumineux de fin septembre, j'étais dans mon jardin en train de tailler mes rosiers, les mêmes que plantait Hélène, des pierres de ronsard rose qu'elle adorait, quand j'ai entendu une voiture piler brusquement dans mon allée, faisant crisser les graviers. Mon cœur s'est accéléré. La portière a claqué avec une violence qui a fait sursauter M. Bertin, mon voisin qui arrosait ses géraniums. Des pas rapides, furieux, ont martelé mon allée pavée. Je n'ai même pas eu le temps de me lever, de poser mes sécateurs avant que Camille ne fasse irruption par mon portail en fer forgé, le faisant claquer contre le mur de pierre. Son visage était rouge, déformé par une fureur que je ne lui avais jamais vue, même enfant lors de ses pires colères. Ses yeux brillaient d'une rage à peine contenue. «Qu'est-ce que tu as fait, bordel?» a-t-elle crié, sa voix portant dans tout le quartier silencieux du samedi matin. J'ai posé mes sécateurs soigneusement sur le banc de jardin, près du panier de roses coupées, et les regardé avec un calme qui m'a surpris moi-même. Mon cœur battait vite, mais mes mains ne tremblaient pas. «Baisse la voix, Camille. Les voisins peuvent t'entendre.» Je voyais déjà Madame Petit à sa fenêtre du premier étage, essayant de ne pas être trop évidente dans sa curiosité. «Je me fiche complètement des voisins.» Son visage était cramoisi maintenant. «Je viens de raccrocher avec ta banque. Ils ont dit que tu avais transféré presque tout. Tout, papa. Où est passé cet argent? Qu'est-ce que tu as fait?» «Dans une fiducie. Ça ne te concerne pas.» «Ça ne me concerne pas?» Elle s'est approchée, me dominant. «Cet argent était censé être à moi. Maman a travaillé toute sa vie pour ça.» «Maman a travaillé toute sa vie pour nous», ai-je corrigé. «Pour notre famille, pour notre vie ensemble. Elle est partie maintenant, et c'est mon argent. Le mien pour en faire ce que je veux. Tu ne peux pas faire ça. Je vais me battre. Je vais prouver que tu n'es pas compétent.» Je me suis levé alors, croisant son regard. «Essaie.»
J'ai des dossiers médicaux montrant que je suis en parfaite santé. J'ai des témoins de ma lucidité. J'ai la documentation de chaque décision que j'ai prise. Qu'as-tu, Camille? Un SMS me disant que tu ne t'occuperas pas de moi. Son visage est devenu pâle. Tu ne comprends pas. Nous avons besoin de cet argent. Nous comptions dessus. Pourquoi? Ai-je demandé. De quoi avez-vous si désespérément besoin? Elle n'a pas répondu. Elle m'a juste fixé. Et à ce moment-là, j'ai vu. Le calcul, le ressentiment, la vérité laide de ce que j'étais devenu pour elle. Pas son père, son plan de retraite. Sors de chez moi, ai-je dit doucement, et ne reviens pas à moins d'y être invité. Elle est partie, mais je savais que ce n'était pas fini. Maître Dubois a travaillé vite. Le lundi matin, j'avais des copies de tous mes documents juridiques dans un coffre-fort à ma nouvelle banque, des sauvegardes numériques sur un service cloud sécurisé, et une lettre qu'il avait rédigée décrivant ma compétence mentale et la nature volontaire de toutes mes décisions. Le mercredi suivant, Camille est revenue. Cette fois, elle a amené Thomas. J'ai entendu leur voiture se garer vers 14 heures. Quand la sonnette a retenti, j'ai envisagé de ne pas répondre. Mais me cacher ne ferait que retarder l'inévitable. Thomas se tenait sur mon perron dans un manteau coûteux que j'étais assez certain d'avoir aidé à payer. Son sourire était tendu, contrôlé. « Jean, nous devons parler. On peut entrer ?»« Non, ai-je dit. Nous pouvons parler ici. »« Papa, ne sois pas ridicule, » a commencé Camille. « Je ne suis pas ridicule. Vous vous êtes présenté chez moi sans appeler. Tu as fait irruption dans mon jardin et tu m'as crié dessus. Et maintenant, vous attendez de l'hospitalité? Dites ce que vous avez à dire depuis le perron. » Le sourire de Thomas affaiblit. « Très bien. Nous sommes ici parce que nous sommes inquiets pour toi. Camille m'a parlé de ces changements financiers soudains. Et honnêtement, Jean, c'est préoccupant. Les personnes de ton âge peuvent être vulnérables aux arnaques, à la manipulation. Suggères-tu que j'ai été arnaqué? Nous disons que tu ne penses pas clairement, a interjecté Camille. Papa, tu n'as jamais pris de décisions irréfléchies comme ça auparavant. Déplacer tout ton argent, nous exclure. Je ne vous ai exclu de rien à quoi vous aviez droit. Vous vous êtes exclu vous-même quand vous avez clairement indiqué que j'étais un fardeau que vous ne vouliez pas. Je n'ai jamais dit ça. J'ai sorti mon téléphone, appelé le SMS et l'ai tendu. Relis-le. Ne compte pas sur moi pour m'occuper de toi quand tu seras vieux. J'ai ma propre vie et ma famille. Tes mots, Camille. Daté, horodaté, sauvegardé. Les yeux de Thomas se sont écarquillés. Il s'est tourné vers Camille. Tu as envoyé ça? Elle a rougi. J'étais contrarié. Elle demandait de l'argent pour des réparations de toit, et je venais de perdre un client et... Peu importe, ai-je dit. Tu es ma fille. Tu ne peux pas simplement me déshériter. En fait, ai-je dit calmement, je peux, et je l'ai fait. Pas par méchanceté, Camille, par respect de moi-même. Tu as clairement indiqué ce que notre relation signifie pour toi. Je ne fais qu'honorer ça. C'est une question d'argent, a dit Thomas soudainement, sa voix froide. Vous pensez que nous ne nous soucions que de l'argent? Nous avons été là pour vous. Nous vous rendons visite, nous appelons, nous vous incluons dans nos vies. Vous me rendez visite 4 fois par an. Vous appelez quand vous avez besoin de quelque chose. Et vous m'avez inclus dans vos vies tant que je l'ai financé. J'ai regardé Thomas directement. Comment va ta mère d'ailleurs? Remise de ce traitement contre le cancer que j'ai payé? Il s'est tu? Camille a attrapé son bras. Nous n'avons pas à écouter ça. Papa, tu as 1 semaine pour reconsidérer. 1 semaine pour annuler ces changements ridicules. Sinon, je contacte un avocat. Je vais te faire déclarer incompétent. Je vais me battre contre cette fiducie. Je vais m'assurer que tout le monde sache ce que tu fais. Vas-y, ai-je dit. J'ai un avocat aussi, un très bon. Et j'ai une documentation contre laquelle tu ne peux pas te battre. Dossiers médicaux, témoignages, une trace écrite montrant ton exploitation financière. Et c'est moi, Camille, s'il te plaît. Ils sont partis. Thomas pleurait. Camille était silencieuse, sa mâchoire serrée. Je les ai regardés partir et je n'ai rien ressenti. Ni satisfaction, ni regret. Juste une détermination tranquille. La lettre de menace de leur avocat est arrivée 3 semaines plus tard. Un cabinet du centre-ville avec une réputation de litiges familiaux agressifs. Monsieur Moreau, notre cliente,
Camille Dubois, a retenu nos services concernant des questions sur votre compétence mentale et des décisions financières récentes prises sous contrainte potentielle ou capacité diminuée. Nous demandons respectueusement que vous vous soumettiez à une évaluation psychiatrique indépendante. Je l'ai lu calmement, assis dans ma cuisine avec mon café du matin. Donc c'était comme ça qu'elle voulait jouer. Très bien. J'ai appelé Maître Dubois immédiatement. Ils visent l'incompétence. Ils veulent une évaluation psy. Laissez-les faire, a dit Maître Dubois, presque content. Jean, vous êtes l'une des personnes les plus vives que je connaisse. Vous réussirez n'importe quelle évaluation qu'ils vous lancent et leur dossier s'effondrera. En une semaine, j'étais assis en face de la docteure Patricia Hernandez, une psychiatre médico-légale spécialisée dans les cas de compétence des personnes âgées. Elle était professionnelle, minutieuse et impossible à charmer ou manipuler. Pendant 3 heures, elle m'a posé des questions sur mon histoire de vie, mon éducation, mes décisions financières, ma relation avec Camille. Elle m'a fait passer des tests cognitifs, des évaluations de mémoire, des énigmes logiques. Elle a examiné mes dossiers médicaux. Elle a interrogé mon médecin. Quand nous avons terminé, elle a fait quelques notes et m'a regardé directement. Monsieur Moreau, je vais déposer mon rapport formel auprès du tribunal, mais je peux vous dire maintenant qu'il n'y a absolument aucune preuve de déclin cognitif, de capacité diminuée ou d'influence indue. Vos décisions, bien que peut-être inhabituelles d'un point de vue de la dynamique familiale, sont entièrement rationnelles et bien réfléchies. Merci, ai-je dit. Et officieusement, elle s'est penchée légèrement en avant. J'ai vu ce schéma auparavant. Des enfants adultes qui se sont positionnés comme héritiers éventuels réagissent mal quand les parents exercent leur autonomie. Ce que vous vivez, c'est de la maltraitance financière des personnes âgées, juste à l'envers. Ils essaient de vous maltraiter pour vous faire obéir. L'audience de compétence était prévue pour le 15 novembre dans une salle d'audience du Palais de justice de Lyon. Une salle grise et austère qui sentait le vieux bois ciré, les dossiers poussiéreux et l'anxiété humaine. Les néons froids donnaient à tout le monde un teint maladif. Camille et Thomas étaient assis de l'autre côté de l'allée centrale avec leur avocat, maître Vincent Mercier, un homme élégant dans la quarantaine en costume Armani gris anthracite. Ils ne m'ont pas regardé une seule fois, même pas un coup d'œil furtif. Camille fixait ses mains jointes sur ses genoux, le visage fermé. Thomas tripotait nerveusement son alliance. J'étais assis avec Maître Dubois, portant mon meilleur costume, celui qu'Hélène m'avait offert pour notre 40e anniversaire de mariage, un costume bleu marine de chez Agnès B. Mes cheveux gris soigneusement coiffés, mes mains posées calmement sur mes genoux. Stable. J'avais pris un demi-Lexomil avant de venir, sur les conseils de mon médecin, juste pour calmer les tremblements. Mais je me sentais étrangement serein, comme un homme qui a fait la paix avec ses décisions. L'avocat de Camille est passé en premier. Il a peint le tableau d'un veuf affligé, vulnérable et isolé, prenant des décisions financières erratiques sans consultation familiale. Il a sous-entendu que j'avais été influencé par mon avocat. Il a suggéré une démence précoce. Maître Dubois est resté impassible. Puis la docteure Hernandez a pris la barre. Elle a détruit leur dossier en 15 minutes. Elle a détaillé mes scores cognitifs parfaits, ma compréhension globale de ma situation financière, mon articulation claire de mon raisonnement. Elle a noté que je gérais ma propre maison, conduisais de manière indépendante, maintenais une vie sociale active et ne montrais aucun signe de déficience. En fait, a-t-elle dit, regardant directement le juge, Monsieur Moreau démontre une littératie financière et un raisonnement logique supérieur à la moyenne pour son groupe d'âge. Ces décisions, bien qu'émotionnellement difficiles pour les membres de la famille, sont entièrement compétentes et autonomes. L'avocat de Camille a essayé de récupérer. Mais n'est-il pas inhabituel qu'un père déshérite complètement sa fille unique? Inhabituel peut-être, mais pas incompétent. Monsieur Moreau a des raisons claires et documentées pour ses choix. Que ses choix s'alignent avec les préférences de sa fille est sans rapport avec sa capacité mentale. Le juge, une femme dans la soixantaine, a regardé Camille par-dessus ses lunettes. « Madame Dubois, pourquoi avez-vous envoyé à votre père un SMS déclarant, et je cite, « Ne compte pas sur moi pour m'occuper de toi quand tu seras vieux. J'ai ma propre vie et ma famille ?» Le visage de Camille est devenu rouge. Elle a bafouillé.
J'étais contrarié. Il demandait de l'argent et... Donc vous étiez contrarié à propos de l'argent, et maintenant vous êtes contrarié qu'il distribue son argent selon ses propres souhaits plutôt que les vôtres. Ce n'est pas... Ce n'est pas si simple. Ça me semble assez simple. Le juge s'est tourné vers moi. Monsieur Moreau, quelqu'un vous a-t-il contraint à ces décisions financières? Non, votre honneur. Êtes-vous conscient de ce que vous faites et des conséquences? Parfaitement conscient. Souhaitez-vous apporter des changements à votre plan successoral? Non, votre honneur. Mon plan est exactement comme je le veux. Elle a frappé son marteau. La demande d'incompétence est rejetée. Monsieur Moreau est clairement sain d'esprit et a tout à fait le droit de gérer sa succession comme il l'entend. Affaire classée. L'avocat de Camille a rassemblé ses papiers rapidement. Thomas avait l'air abasourdi. Mais Camille me fixait avec une haine pure. Alors que nous sortions de la salle d'audience, elle m'a attrapé le bras dans le couloir. Ce n'est pas fini. Maître Dubois s'est interposé immédiatement. Madame Dubois, cela pourrait être interprété comme du harcèlement. Je suggère que vous partiez. Camille a lâché mon bras, mais s'est penchée près de moi. Tu fais une énorme erreur, père. Quand tu seras vieux et malade et seul, ne viens pas pleurer chez moi. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu une étrangère. Camille, ai-je dit doucement, je ne serai pas seul. J'ai des amis, j'ai une communauté, j'ai le respect de moi-même. Qu'as-tu à part la cupidité? Elle est partie sans répondre. J'aurais dû me sentir triomphant. J'avais gagné. Mais tout ce que je ressentais, c'était du vide. Maître Dubois a posé une main sur mon épaule. Vous avez fait ce qu'il fallait. Alors pourquoi ça fait si mal? Parce que l'amour et la trahison peuvent exister simultanément. C'est toujours votre fille. Vous avez le droit de pleurer ça. J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour parler. Mais en sortant du palais de justice dans la lumière d'automne, j'ai senti quelque chose changer en moi. Le doute était parti. La culpabilité était partie. Ce qui restait, c'était la clarté. 2 mois après l'audience, j'ai reçu une lettre recommandée de la société de prêt hypothécaire de Camille et Thomas. Ils avaient manqué 3 paiements. La banque commençait une procédure de saisie. Comment l'ai-je découvert? Parce qu'ils m'avaient listé comme contact d'urgence il y a des années et n'avaient jamais mis à jour. Donc ils avaient des difficultés financières. Graves. La voiture coûteuse, l'école privée, le style de vie qu'ils avaient maintenu, tout était construit sur des dettes et ils comptaient sur mon héritage pour les renflouer. Une partie de moi a ressenti un éclair de sympathie. Ils avaient des enfants. Charlie et Mia ne devraient pas souffrir parce que leurs parents avaient fait de mauvais choix. Mais je me suis souvenu de la menace froide de Thomas. Vous ne verrez plus jamais vos petits-enfants. Je me suis souvenu de la haine de Camille dans ce couloir du tribunal. Je me suis souvenu d'années de manipulation déguisées en besoin. J'ai pris une décision. J'ai appelé un enquêteur privé, un détective de police à la retraite que Maître Dubois avait recommandé pour les affaires successorales. J'ai besoin que vous examiniez les finances de ma fille. Ce qu'il a trouvé était stupéfiant. Au cours des 6 dernières années, Camille et Thomas avaient dépensé plus de 200 000 € au-delà de leurs moyens. Pas pour des nécessités, pour des vacances en Europe, un bateau qu'ils avaient utilisé 2 fois, la chirurgie esthétique de Thomas, des adhésions à un club de golf, des frais de scolarité privés qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Et voici le clou. Ils avaient contracté des prêts contre leur héritage attendu de moi. Plusieurs prêts auprès de différents prêteurs. Ils étaient si confiants que je mourrais et leur laisserais tout qu'ils avaient emprunté contre. L'enquêteur a également trouvé autre chose. Des emails. Camille avait correspondu avec un avocat spécialisé en succession il y a des années, demandant des moyens d'accélérer l'héritage dans les cas où les parents étaient difficiles. L'avocat avait refusé de s'engager, mais les emails existaient. J'étais assis dans le bureau de Maître Dubois en lisant le rapport, me sentant malade. Elle planifiait ça depuis des années. Il semblerait, a dit Maître Dubois prudemment. Jean, je dois demander, voulez-vous poursuivre cela? Nous avons des preuves de fraude, d'exploitation financière possible des personnes âgées. Nous pourrions porter plainte. J'y ai réfléchi. Voir ma fille menottée, mes petits-enfants visitant leur mère en prison, le scandale, la publicité,
Non, ai-je dit finalement. Pas de poursuite criminelle. Mais je veux qu'ils sachent que je sais. Je veux qu'ils comprennent qu'ils ont perdu. Maître Dubois m'a aidé à rédiger une lettre. Elle a été livrée par coursier à la maison de Camille un mardi matin. Camille et Thomas, je suis maintenant en possession de dossiers financiers complets montrant vos habitudes de dépenses, vos prêts contre ma succession anticipée et vos communications concernant l'accélération de mon héritage. J'ai également la documentation de vos menaces de me refuser l'accès à mes petits-enfants, vos fausses allégations de mon incompétence et votre harcèlement. Je veux être clair. Je ne vous fournirai pas d'aide financière maintenant ou jamais. Votre crise hypothécaire est à vous de résoudre. Vos dettes sont à vous de rembourser. Vos choix financiers sont vos propres conséquences. Cependant, je ne suis pas cruel. En pièces jointes, vous trouverez des coordonnées pour des services de conseil financier, des ressources de consolidation de dettes et des options de thérapie familiale. Je vous recommande de les utiliser. Mon plan successoral reste inchangé. À ma mort, mes actifs seront distribués comme spécifié dans ma fiducie. Vous ne recevrez rien. J'ai cependant une dernière offre. Si à un moment quelconque vous vous excusez sincèrement, pas parce que vous voulez quelque chose, mais parce que vous reconnaissez réellement le mal que vous avez causé, et si vous êtes prêt à reconstruire une relation basée sur le respect mutuel plutôt que sur l'attente financière, ma porte est ouverte. Pas pour mon chéquier, pour mon cœur. Mais cette décision vous appartient. Jean. Je n'ai rien entendu pendant 3 longues semaines. Puis, la veille de Noël, vers 15 heures, alors que je préparais mon réveillon solitaire, un simple chapon et une bûche achetés chez le pâtissier, il y a eu un coup timide à ma porte. Pas le coup assuré du facteur ou le coup énergique d'un livreur. Un coup hésitant, presque craintif. J'ai ouvert la porte, le cœur battant, sans savoir à quoi m'attendre. Et là, sur mon pas de porte enneigé, se tenaient Charlie et Mia, emmitouflés dans leurs doudounes d'hiver, leurs joues roses par le froid de décembre. Ils tenaient la main d'une femme d'une quarantaine d'années que je ne reconnaissais pas, en parka noir professionnel, avec un badge officiel accroché à sa ceinture. La voiture de Camille, une BMW noire que j'avais aidé à financer il y a 2 ans, était garée dans la rue, moteur tournant. Mais elle n'est pas sortie. Je pouvais voir sa silhouette immobile derrière le volant, regardant droit devant elle. La femme s'est présentée d'une voix douce mais ferme comme Madame Roussel, une superviseure de visite familiale désignée par le tribunal de grande instance de Lyon. Camille et Thomas, il s'est avéré, avaient perdu leur maison de Caluire et Cuire avec vue sur la Saône. Ils avaient dû emménager chez les parents de Thomas à Vénissieux, dans un appartement exigu de 3 pièces. Dans le cadre de leur procédure de faillite personnelle et des négociations avec leurs créanciers, ils avaient dû accepter, sous contrainte judiciaire, de m'autoriser des visites supervisées avec les petits-enfants 1 fois par mois. Ils ne l'avaient pas fait par bonté, par amour ou par respect. Le tribunal l'avait ordonné après que quelqu'un, je soupçonnais fortement Maître Dubois, bien qu'il n'ait jamais confirmé, avait déposé une plainte concernant les droits de visite des grands-parents et la rupture abusive du lien familial. Mais je me fichais complètement de leur motivation, de leur orgueil blessé, de leur ressentiment. J'avais mes petits-enfants devant moi, vivants, réels, tendant leurs petits bras vers moi. J'avais mes petits-enfants pendant 2 heures précieuses, 2 heures qui m'ont paru à la fois infinies et trop courtes. Nous avons fait des bredelles alsaciens, ces petits biscuits de Noël qu'Hélène faisait toujours, dans ma cuisine qui sentait bon la cannelle et les épices. Nous avons lu des histoires du père Castor, installé sur le canapé du salon, Mia blottie contre moi, Charlie écoutant avec attention. Nous avons joué dans la neige qui avait commencé à tomber doucement dehors, construisant un petit bonhomme de neige dans le jardin, leur rire cristallin résonnant dans l'air froid. Quand ils sont partis, alors que Madame Roussel leur remettait leurs bonnets et leurs gants, Mia s'est retournée et m'a serré fort dans ses bras, ses petits bras autour de mon cou, son souffle chaud contre ma joue. Papy, on peut revenir? On t'aime, papy. Pourquoi maman dit qu'on peut pas te voir plus? Sa voix était si innocente, si désemparée. Mon cœur s'est brisé et s'est réparé en même temps. À tout moment, ma chérie, ai-je murmuré, la gorge serrée, luttant contre les larmes. À tout moment. Papy sera toujours là pour vous. Toujours.
J'ai regardé la voiture s'éloigner dans la rue enneigée, les feux arrière rouges s'estompant dans la nuit qui tombait. Camille ne s'est pas retournée, n'a pas regardé une seule fois vers ma maison illuminée. Pas un regard, pas un geste, rien. Comme si je n'existais plus pour elle. J'avais gagné, pas de la façon dont je l'avais voulu. J'avais voulu retrouver ma fille, entière, aimante et réelle. Mais j'avais gagné selon les termes qui comptaient. Mon autonomie, ma dignité, ma paix. Et parfois, c'est la seule victoire disponible. 6 mois plus tard, le printemps est arrivé à Lyon avec une explosion de fleurs de cerisier et de matins clairs et lumineux. Je commençais chaque jour par ma course de 5 kilomètres, me sentant plus fort que je ne l'avais été depuis des années. Ma nouvelle médecin a dit que j'avais la santé cardiovasculaire de quelqu'un de 15 ans plus jeune. Je vivais vraiment, pleinement. J'avais rejoint un club de lecture, un groupe d'hommes et de femmes allant de la cinquantaine à la quatre-vingtaine qui se rencontraient chaque semaine pour discuter de littérature et de vie. Nous étions devenus de proches amis. J'avais également commencé à faire du bénévolat à l'hôpital pour enfants, l'un des bénéficiaires de ma fiducie. Je lisais aux enfants en traitement, jouais à des jeux avec eux, offrais du réconfort aux parents inquiets. Cela me donnait un but. La bourse d'études à l'université d'Hélène avait déjà aidé 3 étudiants. J'ai reçu des lettres de remerciement d'eux, des expressions sincères et authentiques de gratitude qui m'ont fait pleurer des larmes de joie. C'était ça, l'héritage. C'était ça, le sens. Ma nièce Emma et moi nous étions rapprochés. Elle me rendait visite mensuellement et nous avions développé une vraie amitié. « Tu es la personne la plus sage que je connaisse, oncle Jean », m'a-t-elle dit une fois. Venant de quelqu'un qui me connaissait à peine il y a 1 an, cela signifiait tout. J'avais fait la paix avec mes choix. Oui, je pleurais la relation avec Camille que j'avais espéré que nous aurions. Mais je ne regrettais pas de m'être protégé. J'avais appris qu'aimer quelqu'un ne signifie pas lui permettre de vous maltraiter. Que la famille n'est pas définie par le sang, mais par le respect mutuel et l'attention. Ma maison était pleine d'amis, de rires, de sens. J'avais des abonnements de saison à l'opéra, avec mon club de lecture. J'avais recommencé à peindre et avais même vendu 2 pièces dans une galerie locale. Je voyageais régulièrement. J'étais même parti en croisière en Norvège avec mon groupe paroissial. C'était la vie que je méritais. En regardant en arrière maintenant, je comprends ce que ce SMS m'a donné. La liberté. La liberté de voir clairement, de me choisir, de construire une vie basée sur la dignité plutôt que sur l'obligation. J'ai appris que fixer des limites n'est pas de la cruauté, c'est de l'autopréservation. Qu'on peut aimer quelqu'un et refuser quand même d'être manipulé par cette personne. Que la vraie famille se construit sur le respect, pas sur la biologie. Mon héritage n'est pas dans un compte bancaire que quelqu'un hérite. C'est dans les étudiants qui recevront une éducation, les enfants malades qui seront réconfortés, les relations que j'ai construites basées sur l'attention mutuelle. Que feriez-vous si quelqu'un que vous aimiez ne vous voyait que comme un chèque de paie? Auriez-vous le courage de partir? Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle donnera à quelqu'un d'autre la force de se choisir. Parce que vous méritez le respect. Toujours. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne, c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.